Nous sommes de retour en direct de l'Assemblée de Corse. Interruption exceptionnelle des programmes de France 3 Corse via C, là pour continuer bien sûr de vous faire vivre cette session extraordinaire consacrée à l'avenir institutionnel de l'île. Un temps fort de la vie politique insulaire que vous pouvez également suivre sur notre site internet et les réseaux sociaux. Aux commentaires, à mes côtés, toujours Pierre-Simon Paul. Pierre, les élus se sont retirés pour la pause déjeuner, une pause assez brève, 1 heure à peu près, et ça y est. Les conseillers territoriaux regagnent peu à peu leur siège. Pierre, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, on attend de voir le début, la reprise en tout cas des débats. Alors, il y a eu, on va pas se mentir, beaucoup de discussions dans les couloirs pour savoir justement comment cette discussion, cette journée allait reprendre, si c'était plutôt en conférence des présidents élargie, donc directement pour pouvoir travailler sur toutes les contributions qui ont été déposées, sur tous les projets qui ont été déposés par tous les groupes, ou s'il allait falloir reprendre cette session dans l'hémicycle pour pouvoir évoquer justement les projets qui n'ont pas été présentés en fait, parce que ce matin, les interventions qui ont eu lieu sont revenues à la fois sur la contribution du président de l'exécutif, mais aussi justement une critique ou en tout cas des interventions qui étaient relatives à la contribution du président de l'exécutif au rapport présenté par le président de l'exécutif et non les contributions de chaque groupe précisément, même si bien entendu tout le monde a donné un petit peu la dimension de la contribution qu'il comptait déposer, qu'il avait déposé et le sens, que ce soit sur le fond ou sur la forme de ce qui avait été déposé. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple. Chaque personne, chaque groupe qui a déposé une contribution sur le bureau de la présidente de l'Assemblée va présenter son projet. Il peut y avoir un débat qui va se passer. Alors, on nous a dit des temps de parole plutôt courts, mais si on s'en réfère à ce qui s'est passé ce matin, on peut penser que les débats pourront peut-être s'éterniser aussi un petit peu encore ici. Ensuite viendra sans doute le temps de la discussion, on dira dans les coulisses, dans les couloirs et sans doute en commission ou en conférence des présidents élargie avec sans doute des délégations de groupes parce que ça va être compliqué d'aller discuter à plus de 70 en réunion ou en commission. Donc voilà, ce qui peut se passer c'est ça, c'est d'abord une première prise de parole dans l'hémicycle avec la présentation des contributions et puis après un temps de discussion on dira à huis clos pour pouvoir évoquer, peut-être pouvoir trouver un terrain d'entente sur une ou deux motions ou plusieurs motions. Merci Pierre. On va essayer de retrouver Pierrick Nannini tout de suite dans les couloirs de l'hôtel de région. Pierrick, vous êtes aux côtés de Paul Coastan, conseiller territorial Corinne Front. Oui, c'est ça. Paul Coastan, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait une prise de parole ce matin relativement courte, mais dans laquelle vous lanciez un appel à l'unité dans la famille nationaliste. Un appel qui a malheureusement, en tout cas, pas été entendu par toutes les familles politiques. Écoutez, moi je lance un appel à l'unité parce que pour certains, l'autonomie est un but en soi. Pour d'autres, comme c'est mon cas, c'est une étape. Dans tous les cas de figure, c'est un passage obligé. C'est une étape à franchir. Et je pense que si on ne se présente pas à Paris avec un front uni pour franchir cette étape, ça va être difficile de s'en tirer correctement. Votre appel visait principalement le PNC et Corsica Libre. Ils ont réitéré, en tout cas dans l'hémicycle, un certain nombre de critiques vis-à-vis de l'exécutif. Pour vous, c'est pas fondé. En tout cas, ça doit pas venir compromettre cette discussion. Bon, je ne sais pas qui est d'accord ou pas avec l'appel lancé. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir lancé cet appel. Mais je pense que c'est incontournable. Si on gagne collectivement. Et si on perd aussi collectivement. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'arriver en ordre dispersé avec chacun sa motion. Il y avait 2 copies à l'époque de Matignon. Vous êtes le dernier rescapé de ce processus de Matignon. 2 copies. Est-ce qu'aujourd'hui, en clair, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas arriver avec 2 copies ? Je pense qu'on peut peut pas arriver avec 2 copies, ni même avec 3, encore moins avec 4. Pour autant, il y a des divergences très importantes avec la droite notamment, et ce sera très difficile de les rallier. Écoutez, le problème, ce n'est pas la droite. La droite, on sait très bien comment elle est positionnée. La droite, elle présente sa délibération, sa motion. Il reste quand même 70% des suffrages qui se porteront sur une motion unique si elle est mise en œuvre. Merci Paul Coastan, vous avez entendu l'appel à l'unité de nouveau lancé par Paul Coastan. Il faut rassembler l'ensemble de la famille nationaliste, pas une mince affaire en tout cas. Merci Pierrick. La matinée a été chargée, 14 prises de parole au total, un débat qui aura duré 4 heures avec les interventions des différents présidents de groupe de cette Assemblée de Corse ainsi que du président du Conseil exécutif et de la présidente de l'Assemblée. Pierre, que peut-on retenir de ce débat ?
Corse. Et déjà, vous l'avez dit, 4 heures de débat, donc des débats assez longs, assez nourris, avec des prises de parole qui se voulaient assez solennelles. Ça a commencé par le discours de la présidente de l'Assemblée de Corse, qui a posé le cadre de cette session, qui a fait aussi un long rappel historique. Et puis est venu le temps du discours du président de l'exécutif, Gilles Simeoni, qui a d'abord fait un long préambule, avec là aussi un rappel historique. Il est remonté jusqu'à Pascal Paul. Il a ensuite rendu hommage à ses prédécesseurs, au président de l'exécutif, au président de l'Assemblée, qui ont fait de l'histoire de cette institution. Il y avait Camille de Rocazère, d'ailleurs, qui était dans le public, l'ancien président de l'Assemblée de Corse. Il a ensuite évoqué, Gilles Simeoni, les raisons qui ont conduit à l'installation de ce processus dû, selon lui, non pas au respect du suffrage universel de la part du gouvernement, mais à l'assassinat d'Ivan Colonne et au soulèvement populaire qui a suivi. Dans les larmes et dans le sang, a-t-il affirmé sous les yeux de la sœur d'Ivan Colonne, Christine Colonne, qui a assisté au débat ce matin. Il a donc longuement évoqué Ivan Colonne, de qui il a été l'avocat, et le fait que cette session se tient 20 ans, jour pour jour, après son arrestation. C'était un 4 juillet 2003. Ivan Colonne, mais aussi Claude Erignac, a été évoqué par le président de l'exécutif. Il a rappelé d'ailleurs sa présence toujours pour les hommages au préfet Claude Erignac en tant que président de l'exécutif, qu'il a toujours été présent pour ces hommages pour la paix, a-t-il dit. Il s'est d'ailleurs appuyé sur des propos prononcés par Gérald Darmanin lors du dernier hommage au préfet Claude Erignac, des propos pour ouvrir une nouvelle page entre la Corse et le gouvernement et l'État. Donc voilà, il a ensuite détaillé son projet d'autonomie, le fameux rapport de 56 pages, et la nécessité de trouver un accord politique avec l'État, notamment au sujet d'un référendum. Un accord politique avec l'État, mais aussi un accord politique dans l'hémicycle. C'est ce qui est important pour trouver des points de convergence. Ça va être là l'enjeu de ce débat et de cette journée. Et voilà, donc ça a été dans les propos du président de l'exécutif un des points majeurs. Il a aussi affirmé qu'aujourd'hui on ne parlerait que d'autonomie, mais il a dit à ce stade, donc ça a été relevé aussi par Valérie Bozzi, à ce stade peut-être ouvrir la porte à une autodétermination. Donc voilà, on va voir ce qui se passera cet après-midi. Ce qui a été aussi important dans le discours de Gilles Simeoni, à un moment donné, il s'est montré un petit peu dubitatif aussi, puisqu'il a dit « je ne suis pas certain que ce processus aboutira ». Donc c'est tout l'enjeu de ce débat cet après-midi et des discussions qui suivront après avec l'État et avec le gouvernement. Merci Pierre. Vous allez pouvoir reprendre votre souffle puisque Marie-Antoinette Maupertuis est de retour. Je demande aux présidents de groupe de faire un peu de police au sein de leur propre groupe, s'il vous plaît. Les débats vont être longs entre aujourd'hui et probablement tard dans la soirée, voire demain. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à l'organisation. Donc nous attendons le président de l'exécutif. Juste un point d'information pour que tous les conseillers et ceux qui nous écoutent soient informés. Donc nous étions en conférence des présidents. Nous avons décidé de manière collégiale que les différentes propositions des groupes soient présentées chacune en 5-7 minutes, pas plus, de manière très concise, pour que tous les auditeurs puissent en entendre l'essence, les points essentiels. L'exécutif s'exprimera quant à ces propositions, puis nous suspendrons la séance pour nous rendre en conférence des présidents élargie aux différents contributeurs, puisqu'il y a des contributeurs qui n'ont pas de groupe, par exemple, une non-inscrite comme Josefa Giacometti, ou une contribution comme celle de Pierre Tsonga aussi. Donc ils seront présents dans la conférence des présidents élargie. Pendant ce temps, les autres membres de l'Assemblée de Corse resteront sur site, s'il vous plaît, parce que dès que nous sortons de cette conférence des présidents, nous reviendrons dans l'hémicycle en soirée. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu et tout est organisé pour que vous puissiez rester sur place. Et ensuite, nous verrons comment les choses se passent. Voilà pour ce qui est, en tout cas, pour l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, je ne sais pas. Nous verrons. Mais ne partez pas. Merci. Donc, j'attends que
les présidents de groupe nous rejoignent. Il manque Jean-Martin Mondolone, il manque Paul-Félix Benedetti, Jean-Christophe Angelini, Josepha aussi. Essayez de retrouver Pierre Jong. Je lance un appel. Parce que nous allons avoir besoin qu'il s'exprime devant et cette assemblée et ensuite en conférence des présidents élargie. Alors voilà, ça a été annoncé par la présidente de l'Assemblée. On espère finir ce soir, visiblement tard dans la nuit, d'après les discussions qui devraient se dérouler juste après. On voit Jean-Martin Mondolone qui rentre dans l'hémicycle. On attend aussi Pierre Durong, c'est la présidente de l'Assemblée qui vient de l'exprimer. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? On l'a dit, une discussion ici dans l'hémicycle, puis après de longues discussions en commission sans doute, après dans les couloirs, avec, on le pense, quand même de longues heures de discussion pour essayer de trouver un accord. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? L'enjeu là aujourd'hui, c'est sans doute pour les nationalistes de sortir avec une motion qui sera collective au moins aux nationalistes. On voit mal aujourd'hui la droite voter le même document que les nationalistes. La droite pourrait continuer à présenter son propre document. Et après, les deux documents, s'il n'y en a que deux, seraient présentés, soumis au vote ici dans l'hémicycle. Ce qui pourrait se passer, c'est que les groupes nationalistes s'abstiennent ou ne participent pas au vote sur la motion de la droite, ce qui fait que la motion de droite pourrait passer de fait avec 17 voix, les voix de son groupe, et pourrait être présentée au gouvernement. Et la droite pourrait aussi soit voter contre, soit ne pas participer au vote de la motion nationaliste s'il n'y en a qu'une. Et on verra ce qui se passe. Mais bon, voilà, les nationalistes devraient avoir de toute manière une majorité. On sait que JCVN, de toute façon, bénéficie d'une majorité absolue. Donc il n'y aura pas de problème pour que sa motion passe. En revanche, l'enjeu ici, c'est de réussir à trouver des convergences avec au moins tous les groupes nationalistes pour l'exécutif. On voit Pierre Durong qui arrive dans l'hémicycle. Pierre Durong qui présente sa propre contribution tout seul, une contribution qu'il dit plus ambitieuse que celle du président de l'exécutif. Donc pour une Corse autonome dans une France fédérale et une Europe confédérale. Pierre Durong qui se présente comme un autonomiste mais non un nationaliste. On verra si sa contribution restera en l'état ou non et si elle sera adoptée aussi ce soir. Mais on a entendu Paulo Castan qui dit que l'enjeu aujourd'hui c'est d'arriver avec le moins de motions possible, en tout cas à Paris, pour pouvoir être entendu et pour pouvoir éviter d'être affaibli, on dira, dans la discussion avec le gouvernement. La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, qui ne va donc plus tarder à ouvrir cette session, cette deuxième partie de session, Pierre. On a également entendu des présidents de groupes nationalistes d'opposition s'exprimer ce matin. Que peut-on retenir de ces discours? Alors pour ce qui est de l'opposition, en tout cas de nationalistes, ce qu'on a entendu beaucoup, c'est d'être à la hauteur des enjeux. Alors, on l'a entendu dans toutes les interventions, notamment dans celle de Paul Castan, qui a appelé réellement les nationalistes. Il s'est mis un petit peu au-dessus de tout, Paul Castan, et il a demandé aux nationalistes de trouver vraiment les points de convergence, les points d'union. L'union large, c'est aussi la volonté de Jean-Christophe Angelini, alors que visiblement il s'est passé quelque chose dans les tribunes. C'est pas la première fois. Ce matin, il y a eu un petit malaise vagal en tribune, rien de grave. Et les docteurs et les médecins qui font partie de l'hémicycle, donc Pierre Durong, Daniel Antonini et Bianca Faz, ils se sont précipités pour voir ce qui se passait, mais on a appris qu'il n'y avait rien eu de grave. Donc pour ce qui est des interventions des nationalistes, Jean-Christophe Angelini, lui, a demandé à ce que l'union soit encore plus large avec, pourquoi pas, la droite. Mais il est aussi revenu sur les divisions chez les nationalistes avec des petites piques qui étaient adressées notamment à la majorité territoriale en disant en clair on ne peut pas exclure des nationalistes quand les circonstances le permettent. Il faisait référence ici aux élections territoriales de 2021 et ensuite leur demander de s'unir quand le moment l'oblige. Donc en clair, aujourd'hui, ce que Jean-Christophe Angelini voulait dire, c'est que l'union des nationalistes est quasiment obligatoire aujourd'hui pour être entendue par Paris, mais ça va passer par des discussions
de longues discussions, notamment au sujet de deux notions, deux fondamentaux du nationalisme, l'autodétermination, mais aussi la citoyenneté corse, deux notions qui ne figurent pas dans le rapport de l'exécutif aujourd'hui, du président de l'exécutif, et qui pourraient faire partie sans doute de cette discussion. On a entendu Josefa Giacometti aussi parler de ces fameuses lignes rouges qui avaient été instaurées par le président de la République et par le ministère de l'Intérieur. À la mairie, Donc, il arrive, il est en coup de fil. Jean-Christophe Angelini, visiblement, qui est attendu. Il arrive, je ne sais pas où est passé Jean Biancucci maintenant. Donc une urgence à la mairie de Porto Vecchio, on suppose, parce que Jean-Christophe Angelini est maire. Il avait une urgence à Goutoli, certainement. Voilà. Donc préparez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc Josefa Giacometti, juste pour terminer, donc, qui est revenue sur ces fameuses lignes rouges, mais elle s'est dite, elle aussi, prête à discuter en tout cas du rapport de l'exécutif et ne s'est pas dit fermée, en tout cas, à la discussion. On rappelle qu'il y a eu, en plus du rapport du président de l'exécutif, il y a donc 5 contributions qui ont été déposées entre hier et aujourd'hui sur le bureau de la présidente de l'Assemblée. Une contribution donc de Josefa Giacometti, ça c'était ce matin. Une contribution du parti d'Odiana Giannecours, qui veut aussi un titre spécifique dans la Constitution, pour un titre spécifique à la Corse dans la Constitution française. Pareil pour Corinne Front, on aura l'occasion de détailler, en tout cas ils vont les détailler eux-mêmes. Une autre contribution qui a été déposée par Pierre Dionga, on l'a dit. Une autre contribution donc par Onso Fiono pour un article constitutionnel relatif à la Corse. Article qui parlerait d'autonomie de la Corse, même si là on est sur une autonomie qui n'inclurait pas de pouvoir législatif et réglementaire, donc une autonomie dite au rabais par les nationalistes. Et à cela s'ajoute la contribution déposée donc, et rendue publique la semaine dernière par le président de l'exécutif, Gilles Simeoni. Cet après-midi, donc ce matin on a entendu les propos de Gilles Simeoni. Cet après-midi, c'est au tour des groupes d'opposition de présenter leurs propositions. Ça y est, tous les présidents de groupe sont de retour dans l'hémicycle et la session va pouvoir reprendre. Donc, je répète, vous avez 5-6 minutes pour présenter les lignes forces de votre proposition. Je vous propose alors le président de l'exécutif, évidemment, a déjà proposé ce matin un certain nombre de choses dans le cadre de son rapport, donc on ne revient pas là-dessus. Donc maintenant, je vais donner la parole dans l'ordre décroissant de l'effectif du groupe. Donc nous allons commencer avec Onso Fiono. Décroissant, oui. Et alors, l'ordre décroissant, ça va du plus grand au plus petit. C'est vous les plus grands. Eh bien... L'effectif, j'ai précisé. L'effectif le plus grand, c'est vous, après nous. Nous, la proposition de l'exécutif a été faite. D'accord. Voilà. Je vous savais littéraire, je vous savais l'économiste, je vous découvre mathématicienne. Regardez dans le dictionnaire, oui. À la page des noms propres. Oui, maîtresse. Non. Rapidement, Madame la Présidente, puisque les choses ont été très largement esquissées, ébauchées, déflorées ce matin, vous avez compris que la proposition qui est la nôtre s'organise, et ça a été très largement commenté, autour du pouvoir d'adaptation. D'aucuns diront très clairement, à bon droit, que le pouvoir d'adaptation existe déjà, ce que l'on doit tous constater par 40 fois et davantage, en vertu de ce que Wanda Mastor a d'ailleurs appelé une forme de mépris institutionnel, c'est que cette histoire ne fonctionne pas. En réalité, si ça ne fonctionne pas, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons identifié, c'est parce que ce pouvoir d'adaptation qui nous est octroyé par la loi du 22 janvier 2002 se heurte de plein fouet à ce qui représente une des vertus, en tout cas un des axes cardinaux de la Constitution, c'est l'article 21. Pour faire simple, l'article 21 de la Constitution, il dit et réaffirme que, pour faire simple, c'est le Parlement et le gouvernement qui fabriquent la loi. Et toute adaptation est considérée comme de la loi, et donc on se heurte à cette situation. Partant de là, on considère,
et on n'est vraiment pas sur le statu quo, qu'il faut donc faire évoluer la Constitution, sans quoi, en effet, on va se retrouver sur ce que Jean-Félix décrivait de façon un peu caricaturale, excessive à notre goût. Mais enfin, il y a quand même une difficulté mécanique à faire fonctionner ce pouvoir d'adaptation. Donc nous, ce qu'on propose dans notre résolution, en tout cas ce qui pourrait devenir une résolution demain, ce n'est pas le statu quo, c'est une évolution de la Constitution. Et créer les conditions pour lever tous les obstacles mécaniques qui, à travers la Constitution et une loi organique, pour que réellement ce pouvoir fonctionne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quel que soit l'environnement qui sera préempté par les uns et par les autres dans la Constitution, c'est que nous, on veut réaffirmer le fait métropolitain. Et donc, on ne peut pas s'éloigner de l'article 72. Mais la question du titre n'est pas posée à cette heure. Ça pourrait être une option recevable, dans la mesure où ce qui compte pour nous, c'est précisément que la singularité de notre territoire, et je réponds en partie à l'adaptation, parce que si déjà dans le titre ou l'article, puisque nous privilégions un article, nous sommes en capacité de démontrer la singularité ou de faire adopter la singularité de notre territoire, nous n'aurons pas, à chaque fois que le pouvoir d'adaptation sera requis par notre Assemblée en direction du gouvernement, à démontrer quelle est la singularité de notre territoire. C'est la raison pour laquelle à la fois le fait insulaire, à la fois ce qu'on appelle les contraintes permanentes, à la fois tout ce qui concerne les spécificités de notre territoire doivent être inscrites dans l'article en question, et les lois organiques doivent fixer à la fois les modalités de cette adaptation et les champs de compétences. Je passe sur les considérants qui justifient à la fois techniquement, juridiquement et politiquement, puisque nous avons été assez complets ce matin, la proposition que je viens de vous résumer dans un temps de 3 minutes 44, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le conseiller. Allora, awa ad presenta Jean-Christophe Angelini uso progetto. Oui, a spiacere che ne abbiamo parlato abbastanza stamane. Donc, pour ce qui nous concerne, il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués dans l'intervention, y compris depuis les bancs d'autres groupes, mais sur lesquels je voudrais revenir rapidement. Bon. Il y a d'abord dans notre contribution un texte politique, comme pour toute proposition, me semble-t-il, qui fixe les enjeux au regard de l'histoire et je dirais des éléments du processus. Il y a une proposition de titre constitutionnel, donc au-delà des mots qui ont leur importance, il y a un choix politique et juridique de fond qui nous porte donc, comme on l'a déjà dit publiquement, ça n'est une surprise pour personne, à choisir donc la question du titre, comme dirons-nous, véhicule, entre guillemets, et cadre de l'introduction de la Corse en des termes renouvelés dans la loi fondamentale. Parallèlement, sur l'identification des blocs de compétences, donc vous connaissez nos options, il y a celle d'un pouvoir législatif qui serait donc dévolu à notre collectivité, qui par là même, notamment, deviendrait une collectivité autonome de Corse, et un pouvoir réglementaire qui, lui, serait dévolu au Conseil exécutif. En vertu d'une architecture nouvelle, sur laquelle je ne reviendrai pas, je l'ai un peu esquissé ce matin, avec donc des communes et interco renforcés, des périmètres redéfinis, des champs de compétences qui évolueraient, qui pourraient y compris être partagés sur des projets ou des opérations particulières avec des collectivités locales dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques de la collectivité autonome, etc. Le tout, donc, s'accompagnant, bien sûr, comme dans toute collectivité autonome, jusqu'à un certain point, du pouvoir de lever l'impôt. Et là, je vous ai attentif à un court instant. Il y a 2 points qui sont connus de tous, mais
sur lesquels je voudrais revenir très brièvement. Il y a bien sûr celui de l'autonomie financière, avec donc le niveau de ressources dont nous déciderions par nous-mêmes, et en termes de volumétrie et en termes de destination, et celui de la suffisance financière. On voit les temps que l'on traverse, on sait à quel point c'est compliqué par certains moments, je pense à la DSP, Vanina, qu'elle soit maritime d'ailleurs ou aérienne, au montant bloqué de la dotation de continuité territoriale, présidente, je pense à quantité de politiques publiques dont on vote le principe, mais dont on n'est pas certain de pouvoir garantir l'application au regard des ressources de la collectivité. Donc l'idée de suffisance financière, telle qu'introduite, elle a pour objet principal de garantir un niveau de ressources propre à la collectivité autonome, mais également aux collectivités partenaires, et notamment aux communes ou communautés de communes. L'échelonnement des blocs de compétences, il est décrit dans le texte, j'y reviens pas, vous y avez eu accès, et il y a cette autre notion à laquelle on tient, de compétences partagées transitoires, dans lesquelles, en tant que nationaliste, on inscrit pour notre part et la santé et l'éducation, qui pour beaucoup n'ont pas vocation à devenir des compétences de la collectivité autonome, qui pour pas mal d'autres ont vocation au contraire à être transférées immédiatement et en totalité. Nous, on pense que sur le court moyen terme, il y a un principe de compétences partagées et de transition vers la capacité donnée à la collectivité autonome de Corse à absorber, dirons-nous, les compétences, le niveau de ressources, l'ingénierie publique et l'agilité nécessaire à ce qu'elles soient exécutées correctement. Enfin, des propositions. Je l'ai dit ce matin, je n'y reviens pas, une quarantaine d'éléments dont nous pensons qu'ils ont vocation à alimenter la réflexion globale et qui posent à travers, je dirais, un certain nombre de chapitres ou d'items, des choix politiques. Quand on parle par exemple de la territorialisation de la fiscalité successorale, devançant en cela un débat qui ne devrait pas tarder à venir, on pose un choix à l'endroit de la collectivité. Idem pour l'allègement des charges liées au coût du travail pour l'entreprise. J'y reviendrai pas, mais on sait qu'en Corse, on a plus de 90%, président, vous toutes et tous, de TPE. On ne peut pas appliquer la même fiscalité patronale que celle que l'on retrouve par ailleurs. Et l'idée, ce n'est pas davantage de raisonner en termes de zones franches sur des temps courts ou plus longs, mais d'inventer structurellement une fiscalité dédiée à l'entreprise qui soit plus juste et plus adaptée. Idem pour un certain nombre de sujets, je n'y reviens pas. J'ai évoqué longuement la question des institutions de la vie publique, avec la question des offices et agences, etc., etc. Je finis sur deux plans. Tout ceci procède pour nous d'un double concept que j'ai développé ce matin et auquel on est particulièrement attaché. Bien sûr celui de peuple, le peuple corse. Il faudra qu'on voit tous, puisque c'est une délibération, la présidente y a fait référence assez longuement ce matin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et dont on doit voir comment on le met en perspective dans un texte qui soit commun ou l'émanation d'une partie seulement. Et bien sûr la question de la langue et de la culture. Il y a le sujet de la co-officialité qui est partagé et compris au-delà des bancs que nous occupons les uns ou les autres et qui peut revenir donc sous une forme à déterminer plus facilement. Donc en résumé, et j'en ai fini, une proposition de titre ouverte, une proposition de cheminement vers la loi organique avec un certain nombre de précisions sur les compétences exclusives, les compétences partagées, notamment à titre transitoire, et celles qui relèveraient toujours, à rebours de certaines caricatures, du régalien. Un référendum, bien sûr, en bout de parcours et de processus, et un certain nombre de propositions sur lesquelles on est tout à fait ouvert, qui viennent dire et poser des choix politiques, l'idée étant d'objectiver les raisons pour lesquelles nous exigeons en tant que nationalistes la révision de la Constitution et la construction d'une autonomie de projet, notamment parce qu'elle sera, et c'est un cas et un sujet pour nous fondamental, adossée à une autonomie fiscale et à une lisibilité et à une profondeur concernant les ressources financières et fiscales dont nous disposons. Je vous remercie.
a ringraziabi. Assai Paul Félix Benedetti, Pecor in fronte. Donc nous, on a formalisé par un petit écrit nos propositions politiques qui sont déjà une approche de ce qui peut être une position de synthèse. On n'a pas cherché à maximaliser la revendication tout en restant sur des dogmes fondamentaux de notre combat, de notre histoire et de notre trajectoire politique. Alors, bien entendu, on est attaché à l'esprit du texte, ce qui veut dire qu'en préambule à toute loi organique qui s'intéresserait à la Corse, il faut qu'il y ait des considérants, qu'il y ait un rappel à l'histoire, un rappel au peuple corse, un rappel au triptyque Tara, Lingua, Populu, et qu'il y ait un deuxième volet, et que ce deuxième volet, il acte un pacte de paix. Un pacte de paix pour solder ces années de conflit, tous ces drames, et que l'on donne, je dirais, un juste solde à tous ceux qui ont souffert et qui continuent de souffrir. Que ce soit par un arrêt des poursuites ou par l'arrêt des mesures qui sont des mesures d'exception en termes de fichage ou en termes d'amende pénale. Pour nous, ça ne fait même pas partie d'un préalable, ça fait partie d'un tout. Et je pense qu'on peut trouver un consensus pour essayer de faire ce chemin de paix. Ensuite, sur la partie de la place de la Corse pour que l'on lève l'obstacle permanent de l'inconstitutionnalité des mesures législatives qui nous ont été antérieurement octroyées, nous, on est de ceux qui, depuis longtemps, disons que la Corse a besoin d'un titre calé sur le modèle de la Kanaki, et quand mes amis et partenaires politiques étaient orientés à partir de 2015 sur des logiques de statut dans la lignée des articles des territoires d'outre-mer, nous avions déjà dit qu'il fallait un titre. Et aujourd'hui, on se satisfait de voir que ça semble faire un consensus, au moins au niveau de notre famille politique. Donc un titre fort, bien entendu, qui acte les droits de la Corse, sa reconnaissance, son droit au pouvoir législatif. Donc de fait, cette autonomie, mais qui en elle-même, si on ne donne pas les droits, les devoirs et les pouvoirs, n'a pas de sens. Ça ne serait qu'un mot comme un autre qui serait un additif, poncif. Mais en plus, il faut qu'il y ait un article complémentaire qui nous permette d'entrevoir soit une ratification quelques années après l'adoption et l'exercice du plein pouvoir de cette autonomie, l'adoption d'une validation du statu quo, soit de pouvoir demander une extension de compétences dans des mots simples de souveraineté locale qui peut aller jusqu'à une pleine souveraineté, qui peut aller vers une souveraineté partagée, qui peut aller vers quelque chose de fédéral, sur un modèle qui n'existe pas encore, mais que les Européens découvriront dans les décennies à venir. Mais on demande à ce qu'il y ait la place à l'évolution avec cette notion démocratique d'une participation à un référendum d'initiative politique locale pour choisir la destinée de la Corse. Je crois que c'est un gage de démocratie et qu'il nous appartient de l'acter, car ça permet aussi de converger vers le courant indépendantiste qui a été le porteur des plus grandes avancées pour la Corse ces 30 dernières années. Au prix aussi de bonnes négociations politiques, mais surtout de grands sacrifices. Ensuite, pour le statut d'autonomie, nous, notre proposition, elle est tout aussi technique que politique. Elle a pris les bonnes choses qu'il y a dans le statut des Açores, dans le statut de la Sardaigne, dans le statut du Val d'Aos et dans le statut des Canaries. On a constaté par comparaison et par recherche d'informations, par nos réseaux politiques, que partout où il y a des compétences partagées, il y a des croisements de pouvoir et il y a des obstacles et il y a des freins. Que la logique, c'est une dévolution complète et d'admettre que tant qu'on n'est pas prêt ou que si on ne veut pas, on passe des conventions avec l'État pour qu'il y ait la continuité à sa charge de certaines de ces compétences qui sont par la loi transférées d'entrée à la collectivité subalterne.
Ensuite, il y a le problème de la fiscalité. La fiscalité, là où ça marche, c'est là où il y a le transfert total de toutes les fiscalités. Ensuite, bien entendu, il y aura à discuter de la soulte que doit reverser la Corse éventuellement et de la soulte que doit reverser l'État au titre du droit de vassalité de la Corse. Sinon, il y aurait l'indépendance. Si on vous demande d'avoir ce partenariat croisé, ce partenariat crée des obligations pour, je dirais, le propriétaire territorial. C'est partout comme cela dans tous les statuts d'autonomie. On n'a pas inventé. Et c'est dans les premiers articles. Ça fait partie de quelque chose d'important. Ensuite, dans tout statut d'autonomie, il y a bien entendu le transfert des biens propres de l'État. Et il y a quelque chose d'implicite, c'est les biens immatériels, les biens monétaires. La France a un organisme, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Elle a des organismes parallèles, comme par exemple la Banque postale, qui ont des avoirs fiscaux qui sont énormes par rapport à la surface financière de la Corse. Si demain nous étions une région autonome et que nous avions à charge le développement territorial de l'île, nous avions besoin d'asseoir nos droits à émettre des obligations ou des emprunts sur des plateformes internationales, comme par exemple la Banque européenne de développement, avec une garantie bancaire. Cette garantie bancaire, c'est l'argent des Corses. Donc on demande la possibilité et le droit à ce que ces avoirs soient transférés en discussion à un organisme qui serait la propriété de la collectivité de Corse autonome. C'est quelque chose qui nous semble simple. Ensuite, bien entendu, toutes les mesures transitoires et l'organisation politique du territoire, que ce soit les communes, les EPCI et autres, ils sont à la charge de l'établissement public de tête, c'est-à-dire de la région autonome, qui bien entendu ne peut pas rétrograder ce qui existe. Elle ne peut pas créer une récession fiscale ou sociale, ça c'est naturel. Et si demain toutes les lois ne sont pas faites, ou tant qu'elles ne sont pas faites, les lois nationales antérieures s'appliquent. Mais c'est comme ça partout ailleurs. On n'a rien inventé de révolutionnaire. On a simplement pris tout ce qui était logique, tout ce qui ne rentrait pas en chevauchement, pour faire une proposition qui me semblait cohérente. Et on a listé 25 points de transfert de compétences génériques, qui sont tous les transferts de la vie du quotidien. Alors, moi je pense que ce statut doit être discuté globalement dans la loi organique. Il appartiendra à l'État souverain de le faire postérieurement à l'application du dispositif référendaire qui le validerait, mais ça fait partie de choses fondamentales. Donc nous restons attachés donc à deux principes. Un principe politique, c'est la notion de réparation historique et de pacte de paix, qui n'est pas législatif, qui n'est pas réglementaire, mais qui est humain et politique. Et ensuite, le droit à l'évolution, le droit à l'autodétermination. Bien, merci à tous pour les temps de parole respectés. Maintenant vont s'exprimer Pierre Djonga et Josefa Giacometti, puisqu'ils ont des contributions individuelles, comme vous le souhaitez. Alors, Josefa, vas-y, je t'en prie. Donc, 5 minutes également. Merci Madame la Présidente. Donc, je ne vais pas revenir sur le fond de mon intervention où j'ai posé ce matin un certain nombre de principes qui rejoignent, si l'on peut les qualifier ainsi, les considérations techniques que je vais vous présenter, mais très, très rapidement. Lorsque je parle de principes, c'est, et je reviens là-dessus, c'est sur la question de la citoyenneté. Pour moi, je ne vois pas aujourd'hui comment il peut être praticable. Alors je sais que vous renvoyez la question de la reconnaissance du peuple corse à l'accord politique qui interviendrait ensuite du référendum. Pour autant, le chemin constitutionnel qui permettrait, sans avoir à créer deux catégories de citoyens, avoir admis qu'il n'est possible de créer deux catégories de citoyens, je ne comprends pas le chemin institutionnel qui pourrait permettre, qui pourrait permettre de reconnaître le peuple corse, sauf à en faire, je le disais ce matin,
un artifice uniquement symbolique où seraient reconnues les caractéristiques, y compris linguistiques, culturelles, économiques et sociales de celui-ci, mais ne pas en reconnaître les droits. Ce qui, nul besoin d'insister là-dessus, fait une différence considérable dans la déclinaison ensuite du titre. Sur la question du titre, il n'y a pas de réserve particulière sur le véhicule constitutionnel, nous le partageons. C'est surtout, c'est pour ça que j'ai commencé par là, sur la question du contenu qui en découlera. De même pour le statut de résident. Je le disais ce matin, le statut de résident, nous avons vu s'opérer dans les derniers jours, notamment le 7 juin dernier, quelques glissements sémantiques qui peuvent inquiéter considérablement, et d'ailleurs vous les avez vous-même relevés, Monsieur le Président du Conseil exécutif, le glissement sémantique qui s'est opéré entre statut de résident et statut de résidence. Je crois qu'il faut être là aussi, et dès ce stade, vigilant, parce que même si l'on renvoie à la loi organique la définition du statut, je crois que déjà à ce stade, il faut poser un certain nombre de jalons de cadrage juridique, notamment ceux existant déjà en droit, la question des intérêts matériels et moraux que nous avions d'ailleurs évoqué à la réunion du 7 juin dernier à Paris, et également d'autres dispositifs juridiques qui pourront s'y adjoindre pour l'encadrement. Parce que sinon, là aussi, nous risquons un glissement, non pas là sur le plan symbolique, mais un glissement d'un principe de droit que donnerait le statut de résident à un artifice fiscal, par exemple, qui servirait uniquement à différencier les résidences principales des résidences secondaires, par exemple, sans distinction qui elles appartiennent, si elles sont patrimoniales, si elles appartiennent à des étrangers à la Corse, etc. Donc je ne décline pas plus loin, puisque c'est notamment des réserves qui avaient été soulevées dès l'échange intervenu avec le ministre Darmanin. Même question sur la co-officialité, mais ça je ne reviens pas, ça renvoie à la question de la citoyenneté, et même de manière décorrélée, le chemin constitutionnel, là, à ce stade, à emprunter, au-delà de citer les délibérations qui renvoient à la nécessité de la mise en œuvre d'un statut de co-officialité, je ne vois pas se dessiner à ce stade. Je ne vois pas comment il se dessine dans le rapport. Bon, sur la question du statut fiscal, comme en toute matière, c'est un transfert total de la ressource, et ça, c'est fait mention, et total de la ressource et de la capacité à définir les assiettes et les taux comme j'ai pu le préciser. Et là encore, sur la question du transfert des compétences, à la différence de mes voisins, sur la question de l'éducation, de la santé et du social, il faut déjà partir sur un transfert total, ce qui ne veut pas dire, puisqu'on admet la progressivité et l'évolutivité de l'ensemble des compétences, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront transférées du jour au lendemain, et ce qui veut dire qu'il y aura pour ces compétences-là, comme pour les autres compétences, des groupes de travail qui se mettront en place, notamment dans la définition, dans le travail sur la question du statut des agents, donc je pense et des fonctionnaires. Donc il n'y a pas d'incompatibilité et il n'y a pas de différence à ce stade à opérer par rapport aux autres compétences listées, à mon sens. Ensuite, la question du corps électoral, elle n'est à aucun moment de la redéfinition du corps électoral, elle n'est à aucun moment mentionnée, même si je ne confonds pas les différents processus référendaires qui pourraient intervenir durant ce processus évolutif. Il faut qu'à un moment donné, la question du corps électoral et de la définition de celui-ci soit posée. Donc il n'est pas fait mention à aucun moment dans le rapport de cette question. Et enfin,
sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, vous étonnerez pas là-dessus, mais je l'ai déjà évoqué ce matin, la progressivité telle qu'elle est évoquée dans ce rapport, je l'entends pour la question du transfert des compétences, je ne l'entends pas pour l'évolutivité du statut, et puisqu'on se met en miroir avec le statut kanak à plusieurs reprises, il faut mentionner, je crois, l'évolutivité de ce statut dans ce sens-là, et ça ne me semble pas contrevenir aux principes qui ont été évoqués par vous et ensuite par un certain nombre d'orateurs dont je suis. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si on entend reconnaître les droits du peuple corse, il faut là aussi être cohérent. Et enfin, et je termine, la question de l'histoire a été à maintes reprises convoquée ce matin. Je l'ai déjà dit dans mon intervention. Je crois que si on convoque l'histoire et le conflit, il faut convoquer également ceux qui en ont payé le prix fort et inscrire de manière claire, sans équivoque, sans limite de date, sans limite de durée, puisque malheureusement nous sommes encore dans le conflit, puisque j'ai pu lire dans le rapport que l'arrêt des poursuites jusqu'à mars 2022, malheureusement, l'assassinat d'Ivan Colonne n'a pas clos le conflit, sinon ça serait admettre quelque chose d'assez inadmissible. Voilà. Donc je crois que le conflit malheureusement se poursuit et la fin du conflit, si nous y parvenons, sera actée par l'accord politique. Donc il faut être précis sur ces questions-là, sur l'abandon l'arrêt des poursuites pour l'ensemble de ceux qui ont contribué à ce que nous puissions discuter d'un certain nombre de choses aujourd'hui. A ringraziarvi, signora consigliera, ribasso a parola a Pierre Giong. Vi ringrazio, Madame la Présidente. Madame la Présidente, donc le statut d'autonomie que je présente, je l'ai dit, est celui d'un autonomiste non nationaliste, ce qui veut dire que pour moi, ce n'est pas une étape, c'est un aboutissement. La grande différence avec mon ami Paul Félix, je le répète, c'est un aboutissement et pas un point d'étape. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à la viabilité de l'indépendance. Imaginons que la Corse soit indépendante, je pense que la France bloque son adhésion à l'Union européenne et nous serions un pays du quart-monde. Donc pourquoi ce statut d'autonomie? Eh oui, pourquoi ce statut d'autonomie? L'histoire, bien entendu, je ne vais pas revenir sur le débat de ce matin. La Corse a une histoire singulière, on ne peut pas le nier. La géographie, donc, la géopolitique, nos deux langues et la culture. Alors, comment instituer ce statut d'autonomie? Bien entendu, l'inscription de la Corse dans un titre de la Constitution française, le numéro 13, il me semble, avec reconnaissance du peuple corse, partie intégrante du peuple français, co-officialité territoriale de la langue corse et un statut de résident régulant l'accès au foncier. Bien entendu, pouvoir législatif avec droit de légiférer dans tous les domaines de compétences dans le respect de la Constitution française. Je vais détendre un peu l'atmosphère. Je dis, si demain Gilles Simeone avait envie de supprimer la loi Marthe Richard, il en sera empêché par la Constitution. Donc, nous en arrivons aux compétences de la Corse dans le nouveau cadre institutionnel. Donc, hormis la justice, l'armée, la diplomatie, l'administration des finances, la police judiciaire et la régulation de la presse écrite, audiovisuelle et des médias sociaux, toutes les autres compétences sont transférées à la Corse. Bien sûr, il y a la progressivité, mais je pense que s'il y a un statut, il faut que d'emblée les transferts soient faits. Je mets en premier la santé, je vais faire un petit focus là-dessus. La santé, pourquoi? 1, si nous voulons le CHU, je crois que c'est la condition sine qua non. 2, il faudrait légiférer peut-être pour réguler l'installation des médecins. Je suis pour le numerus clausus à l'installation, je pense que ce serait une belle loi. Il y a assez de médecins en Corse s'il y a un numerus clausus à l'installation. Voilà un exemple. L'assurance maladie aussi, ça peut paraître fou, mais j'ai pris l'exemple mosellan. Nos amis alsaciens et lorrains, en payant 1,3% de part salariale en plus,
ont des remboursements nettement supérieurs aux nôtres. En Corse, quand vous venez chez moi, vous payez 25 €, vous vous êtes remboursé 17,50 €, en Alsace 22,50 €, ce qui fait que votre mutuelle est beaucoup moins chère. Voilà pour les gens qui disent que c'est une folie. L'éducation en second. Pourquoi? C'est la condition sine qua non pour réussir le bilinguisme. On parlait la semaine dernière d'immersion généralisée. Je pense qu'il faut y aller rien que pour ça. Ensuite, la langue corse, la culture, la politique environnementale, l'Agence française de la biodiversité, le Conservatoire du littoral, l'ONF, la création d'une agence de l'eau, les transports, l'énergie, l'emploi, la transformation de la NPE en ATPE, la jeunesse et les sports, l'économie, l'agriculture et la pêche, le monde associatif, les dotations aux communes et intercommunalités qui dépendront de la nouvelle entité. Ensuite, le découpage administratif du territoire avec disparition des départements et arrondissements. Les gens pensent que les départements ont disparu, ce sont les conseils généraux qui ont disparu, les départements existent toujours. La République ne serait plus représentée que par un commissaire de la République, plus de sous-préfets et de préfets. Création de 9 néopièves dont les instances dirigeantes seront élues au suffrage universel direct et auxquelles seront déléguées certaines compétences, par exemple le social et l'urbanisme. La sécurité civile, évidemment, on parlait la dernière fois de la problématique de la pollution sur la côte est de la Corse. Peut-être qu'il nous faudrait les moyens d'y répondre rapidement et de ne pas attendre le fameux accord du Quirinal qui dit à l'Italie d'intervenir en premier. Ensuite, la création, tout le monde rigole, mais d'une police territoriale de l'environnement. Comment faire respecter les quotas? Allez voir si vous n'avez pas une autorité assez puissante. Et une police territoriale qui a les compétences des polices municipales. Pourquoi pas? La gendarmerie ne fait pas mieux, à mon avis. Eh oui. Le financement de l'autonomie, donc plus de dotation d'État, il faut le répéter. La Corse recevant le pourcentage d'impôts prélevés sur son territoire correspondant aux compétences dévolues. Et en plus, comme ça se fait dans les États fédéraux, un fonds de péréquation qu'on peut appeler de compensation des handicaps, vu qu'on est la région la plus pauvre de France, je pense qu'on a droit à un fonds de compensation de ce handicap. Les dotations des communes aux communes et aux néopièves sont garanties par la loi. Bien entendu, la CTC ne peut pas jouer politiciennement pour ces dotations. Il vaut mieux le dire clairement. L'organisation de la CDC, bicamérisme mise en place, les deux chambres élisant un gouvernement dont le président exerce le pouvoir exécutif et une répartition équitable de l'administration sur tout le territoire est garantie. Donc voilà, Madame la Présidente, mes propositions. Ringraziabi. Allora, c'è una domanda di parola. Ringraziamo a tutti per le vostre proposte. Ci sono parecchi affari, ne mai scuda dopo. Demande de parole de Jean Biancucci. Oui, 2 minutes, au moins pour la forme. Bien entendu, nous sommes d'accord avec l'exécutif, totalement d'accord pour être précis, à la fois dans la forme du document, sur le fond, bien entendu, puisque ça procède d'une réflexion qui est la nôtre, à laquelle certains d'entre nous ont participé. Je ne veux citer que Romain Colonne, par exemple, mais aussi d'autres élus. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. On aura l'occasion néanmoins d'apporter des modifications puisque une réunion est prévue, intercommission, enfin, je ne sais plus l'appellation exacte. Madame Conférence des présidents élargie. Conférence des présidents élargie, où nous serons là pour préciser les choses. La délibération qui est prévue, nous aurons aussi matière à contribuer, puisque là aussi il y a une convergence nécessaire qui sera recherchée, et notre intention, c'est bien entendu de contribuer à cette convergence. Il y a peut-être un élément sur lequel je me permets d'insister. Cette proposition
d'autonomie ne vaut que parce que justement à l'expérience, le droit constant a été en échec. Et en échec à maintes reprises, à 40 reprises ou presque. Je vous laisse le détail. Donc il est difficile aujourd'hui de prendre en compte une démarche qui pourrait aller dans ce sens. Il faut qu'on aille vers une réforme profonde. Cette réforme, c'est celle du document qui est proposé à autonomie, et bien entendu nous aurons l'occasion, en revenant en séance, de pouvoir échanger de nouveau. Bien, je repasse maintenant la parole au président de l'exécutif. On n'a pas de débat. On a décidé qu'on n'aurait pas de débat. Donc, vous avez la parole, Monsieur le Président. Rapidement, merci pour avoir précisé à grands traits le contenu des différentes contributions. Nous sommes donc au stade procédural que nous avions prévu d'atteindre après notre matinée de débat, un rapport introductif du Conseil exécutif, des échanges sur les perspectives, des contributions qui ont été reçues et sur lesquelles nous allons maintenant échanger. Je voudrais simplement, et sans préjudice des échanges que nous aurons et qui ont vocation à faire évoluer les positions par définition, d'abord réaffirmer que nous allons vers ces échanges et ce débat avec la volonté de construire les convergences les plus larges possibles, parce que nous considérons que le moment est décisif pour la Corse et que plus nous serons clairs, convergents, précis à ce stade des débats sur notre vision de l'armature générale du statut d'autonomie et de la solution politique globale, plus nous aurons des chances de nous faire entendre par Paris. Deuxièmement, et m'adressant d'abord au groupe qui a eu la position la plus éloignée par rapport au rapport et aux orientations que j'ai présentées dans le cadre du rapport introductif. Nous écouterons avec intérêt, mais nous avons déjà pointé une différence forte, fondamentale, notamment sur la nature du pouvoir dont nous sollicitons un transfert. Vous demandez un pouvoir d'adaptation, nous sollicitons le pouvoir législatif. Vous avez dit ce matin, Jean-Martin, qu'il n'y avait finalement qu'un A qui nous séparait, mais au moment où nous parlons, c'est un A majuscule. Mais au-delà de la définition de l'autonomie, il y a aussi tout l'arrière-plan politique, et j'attends aussi de nos échanges qu'ils permettent de préciser où vous situez dans votre proposition des notions auxquelles vous avez dit ce matin que vous étiez autant attachés que nous, et ce dont je ne doute pas. Je reprends vos mots de ce matin. Y a-t-il pour nous un peuple corse? Y a-t-il pour moi un peuple corse? À l'évidence, oui. C'est vous qui parlez. Je n'ai pas vu dans votre proposition, mais peut-être a-t-elle vocation à être complétée, et vous commencerez bien sûr à nous répondre. Je n'ai pas vu de référence à cette notion, ni de proposition pour qu'elle soit prise en compte. Et ça pourrait être, me semble-t-il, un point éventuel d'accord entre les uns et les autres. Cela l'avait déjà été largement dans une première résolution et délibération de l'Assemblée de Corse en 1988. Deuxième exemple, et vous l'avez dit vous aussi ce matin, posant la question et répondant par un oui ferme, sommes-nous de ceux qui pensons qu'il faut que la langue prenne toute sa place, et vous avez été historiquement, et vous m'avez rappelé que vous le restiez, un défenseur de la co-officialité. Je ne vois pas à ce stade dans votre proposition le chemin que vous proposeriez au gouvernement et à l'État pour que la co-officialité rentre en vigueur. Et ce deuxième point-là aussi, sans préjudice d'autres éventuels,
pourrait être un point d'accord entre nous. Nous le verrons tout à l'heure. Il y en a d'autres. Laissons la place au débat et aux échanges dans un esprit d'écoute réciproque et une qualité d'échange démocratique dont je pense qu'elles font honneur à notre institution et à la Corse, en tout cas telles que nous les avons montrées depuis ce matin et telles que nous les montrons de façon habituelle. Je me tourne maintenant vers le périmètre des contributions qui, de façon naturelle, me semble-t-il, y incluant d'ailleurs celle de Pierre Jong, sont les plus proches. Je dirais simplement à ce stade des débats que je ne vois rien d'irréconciliable dans les positions respectives, mais je me trompe peut-être, et que, me semble-t-il, en laissant de côté ce que nous ne pourrons pas traiter aujourd'hui, ni régler aujourd'hui, et en essayant, si nous le souhaitons, de trouver les points de convergence, cela me semble être possible, et je vais le dire en évoquant la notion qui fait, semble-t-il, le plus peur, celle d'évolutivité du statut, d'autodétermination, notion qui est connotée, et je prends dans notre périmètre Pierre Jong qui a dit « Moi, je suis très différent parce que pour moi, l'autonomie, c'est un point d'aboutissement et ce n'est pas une étape vers autre chose. » Et je peux entendre cette analyse et si l'on analyse les résultats électoraux récents, on peut penser que beaucoup de Corses pensent aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce sera demain, que l'autonomie est de façon, je ne dirais pas définitive, parce qu'on ne peut jamais enfermer l'avenir des peuples, a fortiori dans une situation internationale qui évolue en permanence. On ne peut pas préjuger de ce qui sera dans 30, 40, 50 ans, ce que sera le monde, et donc ce que sera notre place dans ce monde-là. Mais on peut penser, si on voit les résultats électoraux, que beaucoup de Corses pensent comme vous que l'autonomie, ça suffit et qu'il n'y a pas besoin d'indépendance. J'ai dit ce matin qu'à partir du moment où ces options s'exprimaient dans le respect de la démocratie, je ne vois pas en quoi les démocrates que nous sommes, ici et ailleurs, pourraient être choqués par le principe de l'exercice par le peuple corse de la démocratie. Mais sur la notion de consulter le peuple, sur une évolution A ou une évolution B, je me tourne vers vous, vers ceux qui sont le plus réservés là-dessus. Mais le référendum, ce référendum-là, vous l'avez déjà demandé et acté aujourd'hui. Lorsque tous ensemble nous disons on ne peut pas envisager une avancée comme l'autonomie sans consulter les Corses à travers un scrutin qui est un référendum, que vous le vouliez ou pas, c'est déjà un référendum d'autodétermination du peuple corse. C'est le référendum des Corses qui disent si oui ou non ils veulent d'un statut d'autonomie. Et nous sommes tous d'accord pour poser cette question. Alors je vous retourne et je poursuis le raisonnement. Si vous êtes d'accord pour poser cette question aujourd'hui sur l'autonomie aux Corses, pourquoi et comment ne seriez-vous pas d'accord et ne serions-nous pas d'accord pour dire que dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, nous demanderons aux Corses si le statut d'autonomie les satisfait ou s'il ne les satisfait pas. Et vous qui avez confiance dans l'autonomie et dans la République, faites confiance aux Corses et faites confiance à la démocratie. Et faites confiance à ceux qui, indépendantistes, vous disent « nous allons continuer à nous battre démocratiquement pour l'indépendance et nous accepterons le verdict des Corses ». Moi, dans cette mesure-là, je vous le dis, mais je l'ai déjà écrit dans mon rapport. Je suis sur une approche qui est celle tout simplement du respect de la démocratie et de la cohérence d'ensemble d'une démarche. Mais de tout cela et du reste, nous allons maintenant parler et écrire dans le cadre de la conférence élargie des présidents. Merci, Monsieur le Président. Donc, la séance va être interrompue, suspendue, pardon, c'est le terme exact,
Donc, suspension de séance. Nous partons en conférence des présidents, élargie aux contributeurs, je le rappelle, et à une personne supplémentaire qu'auraient désigné les groupes. Il y aura un collaborateur de groupe par groupe qui sera autorisé à nous rejoindre. Un collaborateur par groupe. Donc je recommande aux autres conseillers de rester au sein de l'institution. Nous reprendrons très certainement nos débats pour faire un point, s'il vous plaît. Nous ferons un point dans 2 heures. Dans 2 heures, oui. Voilà. La séance est donc suspendue. On a entendu Gilles Simeone qui est intervenu, le président de l'exécutif, qui a exprimé sa volonté de laisser la place et le temps à ce débat important. Avant cela, Pierre Diong a présenté sa vision de l'autonomie. Auparavant, on a aussi entendu Josefa Giacometti, conseillère territoriale non inscrite Corsica Libre, ainsi que les différents présidents de groupe, celui de droite, Jean-Martin Mondologne, les 2 présidents des groupes nationalistes d'opposition, le PNC et Corinne Front, et tous ont donc officiellement présenté leur contribution, 5 au total, Pierre. Oui, dont 3, donc vous l'avez dit, du côté des nationalistes. On n'a pas vu de grande divergence sur le fond, ni d'ailleurs sur la forme, sur ce qui a été présenté par le PNC, Corinne Front et Josefa Giacometti, plutôt sur la même longueur d'onde, avec certaines divergences bien entendu, mais la création d'un titre spécifique dans la Constitution concernant la Corse. Corsica Libera et Corinne Front et le PNC, bien entendu, se prononcent en faveur d'un référendum d'autodétermination dans les années qui suivent le processus d'autonomie. L'autodétermination, ce sera un concept qui sera sans doute au cœur des discussions qui vont continuer, qui vont débuter même en commission et en conférence de présidents élargie. On a entendu la droite, elle, plaider pour la création d'un article spécifique à la Corse. Elle parle d'autonomie, mais on est loin quand même du pouvoir législatif et réglementaire, ce qu'on avait annoncé. Et ensuite, on a entendu Pierre Diong qui, lui, veut tout réformer, la Corse, la France, mais aussi l'Europe, une Corse autonome dans une France fédérale et une Europe confédérale. Ce sont ses propos. Il a même ressuscité la NPE, Pierre Diong, à la place de Pôle emploi. Il a beaucoup détaillé son projet d'autonomie. Il avait beaucoup travaillé là-dessus. Un projet d'autonomie qui est totalement compatible avec celui des nationalistes. Donc la discussion qui va se poursuivre et qui va débuter réellement, on dira en coulisses, sans doute. Là, on a senti que les interventions étaient assez longues. Il y a aussi la volonté d'en faire un moment fort de la politique en Corse, un moment fort et mémorable. Ça a été annoncé aussi tout à l'heure. Sans doute qu'à huis clos, en commission, en conférence des présidents, les débats pourront être plus directs, on dira, et sans doute peut-être plus... Il y aura plus un aspect plus frontal, en tout cas dans les discussions, dans ces débats à huis clos. C'est l'objet. Donc, la présidente de l'Assemblée a dit on fera un point dans 2 heures pour voir ce qu'il en est. Elle compte revenir en session ce soir. On ne sait pas encore à quelle heure. En clair, il y a la volonté de boucler aujourd'hui ce temps fort de la politique insulaire, mais on le sait, dans ce genre de sessions, dans l'histoire, des sessions qui étaient prévues sur un jour ont souvent, en tout cas, perduré dans le temps et ont souvent continué et se sont prolongés sur au moins 2 jours. Donc on verra ce qu'il en est ce soir. Pierre, ce débat très attendu, on rappelle un autre, c'était il y a 23 ans déjà, les 9 et 10 mars 2000, les élus de l'Assemblée de Corse s'étaient prononcés sur l'évolution institutionnelle de l'île. On en reparlera dans un instant. Le 9 et 10 mars. Le 9 et 10 mars 2000, tout à fait. Pour le processus de Matignon, de longues heures de discussion, des divisions à gauche avec au final 2 motions qui avaient été votées, une en faveur de l'adaptation des lois et l'autre pour un réel pouvoir législatif et réglementaire. Alors la motion la plus ambitieuse avait été votée par 22 conseillers, l'autre par 26. À l'époque, il y avait notamment eu Paul Jacob qui avait été aussi un petit peu à la manœuvre pour une motion plus ambitieuse. Et au final, malgré un vote du Parlement, le statut final était largement en deçà des attentes des élus, après être passé au tamis du Conseil constitutionnel et en raison aussi et surtout à l'échec de Lionel Jospin pour la présidentielle.
Merci Pierre. On va retrouver Pierrick Nanine qui est dans les couloirs avec Jean-Martin Mondologne, le président du groupe Unsofiono. C'est ça, Jean-Martin Mondologne, bonjour. Bonjour. Alors, première réaction par rapport à l'ensemble de la journée. On connaissait les divergences avant d'arriver ici. On les a vues, elles ont été réitérées de votre part. Vous allez aller discuter en commission. Est-ce qu'il y a un semblant d'accord qui est possible, du moins avec le projet de l'exécutif? Non. Clairement, pour ce qui nous concerne, au terme de ces débats d'une grande solennité, nous avons réitéré notre positionnement que j'ai résumé à l'écart d'une voyelle. La majorité veut adopter les lois, nous voulons adapter les lois. Est-ce que tout ça constitue un point d'accord possible et de convergence qu'on pourrait trouver en 24 heures? Ce serait mentir à nos électeurs et puis ce serait créer un consensus artificiel. Je crois qu'il faut prendre une option qui est assez claire. Il y a le fait majoritaire qui est nationaliste. Il y a des nationalistes qui, à terme, veulent l'avènement d'une nation en passant par l'autonomie. Et puis il y a des gens qui ne le sont pas. Nous ne le sommes pas et nous sommes à l'aise, sereins sur l'expression qui est la nôtre, qui n'est pas celle d'un statu quo, mais d'une évolution de la Constitution qui permette de mieux adapter les lois à la singularité de notre territoire. Est-ce que vous allez aller tout de même discuter avec l'ensemble des présidents de groupe? Nous n'avons jamais été partisans de la chaise vide. Je pense qu'il faut se parler, il faut s'écouter, y compris dans un pacte de non-agression qui consisterait à terme à ne pas voter contre les autres, mais à laisser les uns défendre leur thèse et les autres défendre leur thèse, y compris lorsqu'elle est minoritaire. Moi, je trouve que si nous pouvions aboutir demain à ce que deux textes soient adoptés, celui qui incarne le fait majoritaire et le nôtre, je pense que nous serions, au terme de ces débats, dans une maturité politique qui honorerait cette Assemblée. Un mot aussi sur le texte, la contribution déposée par Pierre Jong. Il est membre de votre groupe, alors on sait que c'est un petit peu un électron libre. Une motion, en tout cas une contribution plutôt ambitieuse. Pierre était un électron libre. Nous l'avons adopté comme électron libre. Il demeure un électron libre. Ce ne sont pas des thèses fantaisistes. Je pense que ce sont une approche, en tout cas issue de sa conscience politique. Elle mérite d'être respectée. Merci Jean-Martin Mondologne, vous l'avez entendu, le président du groupe Unsofiono, qui va aller tout de même discuter, mais qui ne se ralliera pas à la proposition faite par le président exécutif Gilles Simeoni. Merci Pierrick. Alors si cette session se tient aussi rapidement, Pierre, c'est parce qu'un calendrier avait été mis en place par le chef de l'État lors d'une réunion à Beauvau. Oui, il s'était invité lors d'une réunion, la deuxième réunion, il me semble, qui s'est déroulée à Beauvau pour la reprise des discussions entre les élus corses, entre la délégation d'élus corses et le gouvernement. Le chef de l'État avait donné une clause de revoyure à l'été et il voulait des projets avant le 14 juillet, alors sans doute pour pouvoir s'exprimer sur la Corse dans son discours du 14 juillet. On verra si c'est le cas, parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. Il y avait le contexte, bien entendu, de la réforme des retraites, cette grogne populaire assez importante au niveau national. Aujourd'hui, il y a ces émeutes, ce contexte très tendu sur le continent, contexte tendu aussi en Corse, avec la reprise des attentats. Aujourd'hui, des interpellations, des mises en examen, des jeunes qui ont été mis en examen, qui ont été incarcérés aussi dans le cadre d'actions clandestines, en tout cas d'enquêtes portant sur des actions clandestines. Donc voilà, il y a un contexte qui n'est pas forcément favorable à ce que le processus reprenne le plus rapidement, mais ce qui est sûr, c'est que c'était la volonté affichée par le chef de l'État. Pourquoi ? Parce qu'à la fenêtre de la révision constitutionnelle, qui concerne notamment aussi la Nouvelle-Calédonie, et qu'on attendait soit à la fin de l'année 2023, soit au début de l'année 2024. Donc c'était pour ça que le temps pressait. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait prévu de se rendre en Corse dans le courant du mois de juillet, mais au début du mois de juillet. On avait dit au départ avant cette session, après on a dit plutôt a posteriori, donc après cette session. On n'est pas sûr de voir Gérald Darmanin arriver dans le courant du mois de juillet au vu des contextes. Le contexte local, on vient d'en parler, mais le contexte national qui est très très pesant, a fortiori pour un ministre de l'Intérieur qui doit faire respecter l'ordre dans ce pays. Donc aujourd'hui, on ne sait pas pour l'heure quand vont reprendre ces discussions. Ce qu'on sait, c'est que ce soir ou demain matin, il y aura un ou plusieurs projets qui seront déposés, envoyés au ministère de l'Intérieur. Un a déjà été envoyé, c'était celui du président de l'exécutif qui avait envoyé, qui n'a pas obtenu d'accusé de réception, en tout cas à l'heure qu'il est sur ce projet, ce rapport qu'il a envoyé au ministère de l'Intérieur. Au vu sans doute du contexte national, c'est indéniable.
Il y aura sans doute un projet, on l'a entendu, Jean-Martin Mondelogne à droite, donc un projet propre à la droite qui pourrait passer avec l'abstention ou la non-participation des autres élus. Donc malgré seulement 17 élus, la droite pourrait faire passer sa motion. Donc on pourrait se retrouver dans une situation quasiment identique au processus de Matignon, même si bien sûr les situations sont totalement différentes, et notamment les méthodes engagées par le gouvernement pour ces discussions, mais on pourrait se retrouver avec 2 motions au minimum qui seront déposées demain sur le bureau du ministre de l'Intérieur concernant l'évolution institutionnelle de la Corse. On a entendu donc le président de l'exécutif, la présidente de l'Assemblée appeler les élus à se réunir, en tout cas les délégations à se réunir là en conférence des présidents élargie, donc avec 2 élus et un collaborateur par groupe en conférence des présidents élargie. On a entendu le président de l'exécutif conclure en disant qu'il ne voyait rien dans les discussions qui ont eu lieu, notamment sur les contributions de chacun, rien d'irréconciliable, et qu'en clair, la discussion va être assez ouverte et on pourra voir donc ce soir ou demain ce qu'il en sera quand ces projets seront mis au vote et combien de projets seront mis au vote. Merci Pierre. Vous l'avez dit, donc la conférence des présidents va débuter à présent. En attendant, on va se quitter. Difficile de dire à cette heure à quelle heure on se retrouvera. Marie-Antoinette Maupertuis a dit qu'un nouveau point sera fait dans 2 heures. Les discussions risquent d'être longues. En tous les cas, vous pouvez continuer de suivre toutes les informations relatives à cette session extraordinaire sur notre site internet. Et puis, un point complet sera fait à 19h dans votre Corsica Zera, présenté par Stella Rossi. Merci Pierre et merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette prise d'antenne exceptionnelle. À tout à l'heure.